Est-ce que vous voyez le plein écran? Est-ce que vous voyez le plein écran? Oui. Très bien. Alors, bonjour ou bien bonsoir à tous. Normalement, aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de la formation qu'on a fait sur les AVC ischémiques, imagerie, plutôt diagnostic, imagerie et traitement. La dernière fois, je vous ai parlé du diagnostic des AVC ischémiques et on a abordé également la partie qui concernait tout ce qui était traitement et prise en charge des AVC ischémiques. Et on a laissé la partie imagerie pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on va continuer aujourd'hui par l'imagerie en ce qui concerne en matière d'AVC ischémique. La première des choses, comme je vous ai dit la dernière fois, il faut que vous puissiez faire la part des choses entre l'examen de première intention, qui est également appelé examen d'urgence, et l'examen de référence, qui est également appelé examen de choix. En matière d'AVC, l'examen de première intention, c'est le scanner cérébral, bien la TDM cérébrale, et l'examen de référence, c'est l'IRM, séquence diffusion. Donc, pour l'examen de référence, on a dit que c'était l'IRM, séquence de diffusion. Elle permet de détecter les AVC ischémiques après 30 minutes de leur constitution. Et elle va montrer un hypersignal dans le territoire de l'artère occluse. Donc ça relève un petit peu de la spécialité. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc si vous voyez le curseur de la souris, donc ici, c'est la séquence de diffusion et on peut voir l'hypersignal dans le territoire de l'artère sylvienne. En ce qui concerne également l'AVC ischémique, il y a une deuxième séquence qui est assez intéressante à connaître, c'est la séquence flair. Pourquoi? Parce que la séquence flair, en matière d'AVC ischémique, elle permet de dater l'AVC ischémique, c'est-à-dire si on est inférieur à 4h30 ou bien on est au-delà de 4h30. Pourquoi? Parce que généralement, bien, des fois, on tombe dans des situations où on est face à une incertitude de l'horaire de l'apparition de l'AVC ischémique. Surtout lorsqu'on est face à ce qu'on appelle l'AVC du réveil, c'est-à-dire qu'il y a un patient qui se réveille avec un déficit moteur, etc. Il vient, donc on n'est pas sûr, il vous dit que voilà, je me suis endormi à 22h, il vient à 5h du matin, on n'est pas sûr de l'horaire de la constitution de son AVC. Et là, face à ce problème-là, on ne peut pas thromboliser, sauf si on a dans notre disposition l'IRM séquence flair. Dans cette situation, si on va trouver un hypersignal dans la séquence flair, ça va nous orienter vers l'horaire qui a dépassé les 4h30 de la constitution de l'AVC ischémique. Par contre, si on ne trouve pas d'hypersignal, là, on est sûr que notre AVC ischémique, il date de moins de 4h30, on est tranquille, on peut thromboliser. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir tout le temps l'IRM en urgence. Donc ça, c'est les deux séquences que vous devriez savoir à votre niveau. Donc la séquence diffusion qui permet de détecter l'AVC ischémique et la séquence flair qui permet de dater l'AVC ischémique. Par contre, ce qui vous intéresse, vous, et comme futur médecin généraliste, vous allez être amené à voir S'il te plaît, docteur, les autres me demandent de fixer les écouteurs pour qu'ils puissent mieux entendre. De fixer quoi? Le micro, je pense. Ah, maintenant, est-ce que vous entendez? Attendez une minute.
c'est qu'à votre niveau, comme futur médecin généraliste, vous allez être amené ou là bien vous allez être confronté à interpréter ou bien à visualiser des TDM cérébrales. Donc, je vais beaucoup plus insister sur ça. Alors, on a dit que la TDM cérébrale sans injection, c'est l'examen d'urgence ou bien c'est l'examen de première intention en ce qui concerne les AVC, surtout les AVC ischémiques ou bien les AVC de manière générale. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que, la première des choses, dans les 24 premières heures ou bien dans les 48 premières heures, on peut avoir un scanner cérébral tout à fait normal. Et ça, en matière d'AVC ischémique. Donc, gardez en tête que si vous êtes face à un patient qui est déficitaire, qui arrive, qui fait son déficit, et chez lequel vous demandez un scanner cérébral, il vous ramène le scanner cérébral. Si vous trouvez rien au niveau du scanner cérébral, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'AVC ischémique, c'est juste qu'il est dans les 24 ou bien dans les 48 premières heures. On doit laisser le temps à ce que son AVC ischémique va se constituer et généralement, c'est entre la 48e et la 72e heure qu'on peut avoir la classique hypodensité qui témoigne de l'AVC ischémique dans le territoire de l'artère occluse. Par contre, ce qu'on peut voir, surtout si on est face à un AVC ischémique plus ou moins étendu, on peut avoir ce qu'on appelle les signes indirects. Et cela toujours dans les 24 à 48 premières heures. On peut avoir des signes indirects. Et ces signes indirects-là se résument comme suite. Premièrement, on peut avoir ce qu'on appelle le signe de la trop belle artère, l'effacement des sillons corticaux, la dédifférenciation substance grise, substance blanche et l'effacement des noyaux lenticulaires. Donc, on va détailler ces signes-là un par un. Si maintenant on dépasse les 48 heures, on peut avoir une hypodensité qui va se constituer dans le territoire de l'artère occluse. Donc, pour récapituler, si on a un patient, on va faire premièrement une TDM sans injection de produits de contraste. S'il est dans les 24 à 48 premières heures, on peut ne rien trouver. Sinon, on peut trouver des signes indirects qui se résument dans le signe de la trop belle artère, l'effacement des sillons corticaux, la dédifférenciation substance grise, substance blanche, ou bien l'effacement des noyaux lenticulaires. Maintenant, s'il dépasse les 48 heures, on peut avoir la classique hypodensité qui va se constituer dans le territoire de l'artère occluse. Donc ici, je vous ai montré un cliché TDM cérébral et pour vous montrer comment est-ce qu'on doit lire c'est-à-dire que si on est face à un cliché comme ça d'une TDM cérébrale, on va l'interpréter comme suite, c'est-à-dire que la plus petite coupe sera toujours en bas et à droite et les globes oculaires que vous voyez ici seront toujours en haut. L'hémisphère gauche, l'hémisphère droit sera sur la gauche et l'hémisphère gauche sera sur la droite, comme suite. Voilà. Donc, il faut savoir, déjà, à votre niveau, vous savez tous que le scanner cérébral marche, ou bien le scanner de manière générale, marche ou bien fonctionne avec les rayons X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va émettre des rayons X et les organes ou bien nos organes vont capter les rayons X de différentes manières. Et chaque organe va capter une certaine densité de rayons X. Et en fonction de sa teneur en rayons X, il va être de manière plus ou moins importante au niveau du cliché. Je donne un exemple. Par exemple, l'os, il capte les rayons X de manière très très importante, donc il va apparaître au niveau du scanner très très blanc. Par contre, les poumons,
là où il y a de l'air, les rayons X vont passer, vont pas être captés, ça va apparaître noir. Donc, on va partir du principe sur tout ce qui est blanc va être hyperdense et tout ce qui est noir va être hypodense. Voilà. Et comme les différents organes ont différentes teneurs en rayons X, on a différentes densités. C'est-à-dire que chaque organe a une certaine densité. Cette densité bien se résume en sa teneur en rayon X. Si on veut appliquer ce principe-là sur notre cliché du scanner cérébral, on va dire que le cortex cérébral est sur le plan histologique constitué par les corps cellulaires. Et au niveau de ces corps cellulaires, il y a une hyperactivité, un hypermétabolisme. Et là où il y a un hypermétabolisme, il y a une importante consommation d'oxygène, donc une importante consommation de rayons X. C'est pour cela que le cortex cérébral va apparaître un peu dense au niveau du scanner cérébral, c'est-à-dire qu'il va apparaître un petit peu blanc, comme on voit ici. Par contre, la substance blanche, elle se résume sur le plan histologique par des axones, et ces axones-là n'ont pas une activité métabolique importante, ils font que conduire l'influx nerveux. C'est pour cela qu'ils vont apparaître moins denses. Pourquoi? Parce qu'ils vont capter moins les rayons X par rapport au corps cellulaire qui se situe dans le cortex. C'est pour cela que la substance blanche va apparaître un petit peu moins dense. Donc, si on compare la substance blanche, ici, que vous voyez ici, avec la substance grise que vous voyez ici à la périphérie, on peut voir que la substance grise, vu sa teneur en rayon X qui est importante, elle apparaît un petit peu plus dense, c'est-à-dire un peu plus blanche, que la substance blanche qui apparaît moins dense et qui apparaît un petit peu plus noire. Maintenant, sur cette coupe-là de droite, on peut distinguer trois angles, si vous voulez. Donc ici, on a ce qu'on appelle la fenêtre, pardon. Ici, on a ce qu'on appelle la fenêtre osseuse. Donc, c'est une fenêtre spéciale qui fait montrer que l'os. Ici, au milieu, on a la fenêtre parenchymateuse. Et ici, à la droite, on a la même fenêtre parenchymateuse, mais ce qui est différent, c'est qu'on a augmenté le contraste. Et quand on a augmenté le contraste, on peut très très bien individualiser la substance grise à la périphérie qui apparaît blanche et la substance blanche ici qui apparaît un petit peu noire. Et cette augmentation de contraste, elle est, euh, elle va nous aider beaucoup plus à distinguer les signes indirects parce que si on est face à des signes indirects, très sûr s'il s'agit de signes indirects ou non, on peut augmenter le contraste pour bien visualiser les différentes parties du cerveau et en augmentant le contraste, on peut être sûr si on est face à des signes indirects ou non. Voilà. Donc ici, c'est une coupe scanographique qui est parallèle à une coupe anatomique. Donc tout ce qui est à la périphérie ici, c'est le cortex. On le voit ici en blanc. Voilà, ici. La substance blanche, ici, on la voit ici en noir. Voilà. Et les corps, les noyaux gris centraux que vous voyez ici, on a ici le noyau lenticulaire. On a ici le noyau caudé. Ça, c'est le noyau caudé. Ça, c'est le noyau lenticulaire. Et ça, c'est le thalamus. Donc, ce sont les noyaux gris centraux. Et ces noyaux gris centraux correspondent sur le plan histologique à un agrégat de corps cellulaires. Donc ici, on a un
très grand nombre de corps cellulaires. Et comme le corps cellulaire sont doués d'une activité importante et ils sont responsables de la substance grise, ces noyaux vont adopter la couleur grise, comme la substance grise. Et ces noyaux gris centraux, on peut les individualiser ici sur la coupe scanographique. Donc, le noyau codé que vous voyez ici, il apparaît là. Le noyau lenticulaire que vous voyez ici, il apparaît là. Et le thalamus que vous voyez ici, il apparaît là. Et entre les deux, entre ces trois noyaux gris centraux, on a de la substance blanche et plus précisément une structure particulière qui décrit un certain V inversé ou bien une sorte de V si vous voulez, une sorte de V ici. Et cette structure est nommée capsule interne. Et cette capsule interne-là, c'est elle qui est responsable de tout ce qui est motricité volontaire. Et quand cette zone-là est touchée, on a le déficit moteur qui apparaît. Et comme cette capsule interne, c'est un ensemble de fibres ou bien c'est un ensemble d'axones qui cheminent entre les noyaux gris centraux, et on a dit tout à l'heure que les axones apparaissent moins blancs, donc apparaissent un petit peu moins denses que la substance grise, on peut les individualiser ici sur le scanner, comme ça. Voilà. On peut les voir ici. Donc, on a le noyau codé, noyau lenticulaire thalamus, et une sorte de V qui décrit la capsule interne. Et ces noyaux lenticulaires, ces noyaux gris centraux avec la capsule interne constituent un repère anatomique ou bien un repère scanographique lorsqu'on veut détecter les signes indirects de l'AVC ischémique. Donc, si on veut récapituler, on a ici le noyau lenticulaire, le noyau codé, la tête du noyau codé. Ici, c'est le noyau lenticulaire. Ici, c'est le thalamus. Et ce que vous voyez en bleu ici, c'est la capsule interne. Voilà. Donc, là, c'est une fenêtre parenchymateuse normale. On a ici le noyau codé. On a ici le noyau lenticulaire. On a ici le thalamus. Et entre ces noyaux gris, on a la capsule interne. Je vous ai dit tout à l'heure que si on veut augmenter, si on veut bien individualiser les structures, on peut augmenter le contraste. Et quand on va augmenter le contraste, on va appeler cette fenêtre ischemia window, ou bien la fenêtre ischémique, c'est-à-dire qui va nous permettre de bien chercher l'AVC ischémique. Vous voyez ici, quand on a augmenté le contraste, il y a ici le noyau codé qui apparaît blanc parce que c'est de la substance grise, le noyau lenticulaire qui apparaît blanc parce que c'est de la substance grise, et le thalamus qui apparaît également blanc parce que c'est de la substance grise. Et entre ces trois noyaux, on a la capsule interne qui est un ensemble de faisceaux, qui est un ensemble d'axones. Et plus précisément sur le plan anatomique, c'est le faisceau pyramidal. Donc, c'est le faisceau pyramidal qui constitue cette capsule interne. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer par les signes indirects et on va parler du premier signe indirect qui est le signe de la trop belle artère. Pourquoi il est nommé ainsi? À l'état normal, il faut savoir que l'artère sylvienne, que vous voyez ici au niveau de ce schéma du polygone de Willis, cette artère sylvienne, elle n'est pas visualisable. Lorsqu'il y a un caillou de sang qui va obstruer cette artère sylvienne, ce caillou de sang va capter les rayons X.
Et quand il va capter les rayons X, il va apparaître en hyperdense. Donc, il va nous donner la trajectoire de l'artère, comme vous voyez ici sur cette coupe. Donc là, on a une hyperdensité, voilà ici, et cette hyperdensité-là n'est rien d'autre que le caillou de sang qui se situe à l'intérieur de l'artère. Donc, il est en train de dessiner le trajet de l'artère sylvienne. C'est pour cela qu'on nomme ce signe le signe de la trop belle artère. Où est-ce qu'on va chercher ce signe-là? On va le chercher au niveau du tronc cérébral. Et plus exactement, si vous voulez, au niveau du mésencéphale. Donc ici, au niveau du mésencéphale, donc on a ici le mésencéphale. Et au niveau du mésencéphale, on a un schéma qui ressemble à une grenouille. Donc ça, c'est les jambes de la grenouille. Et là où chemine l'artère sylvienne, c'est les bras de la grenouille. Donc, on peut superposer cette grenouille-là sur le polygone de Willis où on va voir que les bras de la grenouille correspondent à la trajectoire de l'artère sylvienne. Voilà. Donc, toujours ici, on peut voir sur cette coupe le signe de la trop belle artère. Ici, au niveau de cette coupe également, on peut individualiser le signe de la trop belle artère. Donc, le signe de la trop belle artère correspond à quoi? Correspond à un thrombus qui se situe au niveau de l'artère sylvienne. Et ce thrombus-là va capter les rayons X et il va apparaître en hyperdense au niveau et va dessiner la trajectoire de l'artère sylvienne. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut voir le tronc cérébral au niveau du scanner? Donc, ici, je vous ai dit que les plus petites coupes commencent toujours vers le bas. Et on va voir au niveau des différentes coupes, on va chercher, jusqu'à ce qu'on va trouver un schéma qui va correspondre ou bien qui va ressembler à la tête de Mickey Mouse. Donc, quand on va trouver ce schéma-là, ici, on peut très très bien voir que ça ressemble à la tête de Mickey Mouse. Et cette tête de Mickey Mouse n'est rien d'autre que le début du tronc cérébral, c'est-à-dire le mésencéphale. Voilà. Ça, c'est par rapport au signe de la trop belle artère. Les autres signes qui restent, on a la dédifférenciation substance grise, substance blanche, on a l'effacement de la vallée sylvienne et on a l'effacement des sillons corticaux. Maintenant, pour la vallée sylvienne. La vallée sylvienne, c'est le plus grand sillon que vous voyez ici, au niveau de ces coupes-là. Donc ça, le sillon profond que vous voyez ici correspond à la vallée sylvienne. Donc, quand le sillon, le plus grand sillon, commence à apparaître, donc on est face à la vallée sylvienne. Et cette vallée sylvienne-là, elle va nous permettre ou bien elle pourra nous montrer un signe indirect qui est l'effacement de la vallée sylvienne. Mais avant d'entamer ces trois signes-là qui restent, c'est-à-dire l'effacement de la vallée sylvienne, l'effacement des sillons corticaux et la dédifférenciation substance grise, substance blanche, on va d'abord voir le mécanisme physiopathologique de ces signes indirects. Premièrement, par rapport à le signe de la trop belle artère, on a dit que c'était le caillou de sang, bien le thrombus qui se situait à l'intérieur de l'artère, qui allait capter les rayons X et qui va apparaître en hyperdense. Maintenant, les autres signes qui restent, à savoir l'effacement de la vallée sylvienne, la dédifférenciation substance grise, substance blanche et l'effacement des sillons corticaux, ils sont dus à l'œdème
qui est la conséquence de l'AVC ischémique. Donc, quand on a une artère qui va être occluse, le sang ne va plus irriguer un territoire ou bien le territoire de cette artère. Quand le sang ne va plus irriguer le territoire de cette artère, ce territoire-là va s'ischémier. Donc, on va avoir une ischémie. Et lorsqu'on aura une ischémie, il y aura la constitution d'un œdème. Et c'est cet œdème-là qui va être à l'origine des signes, des trois signes indirects, à savoir la dédifférenciation substance grise, substance blanche, l'effacement de la vallée sylvienne et euh, l'effacement des sillons corticaux. Donc, on va commencer d'abord par la dédifférenciation substance grise, substance blanche. Ça veut dire quoi? Dédifférenciation substance grise, substance blanche. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé sur l'état normal, ou bien à l'état normal, qu'est-ce qu'on allait voir au niveau du scanner cérébral? On peut voir la substance grise qui apparaît en blanc à la périphérie, c'est-à-dire elle est un peu plus dense que la substance blanche qui apparaît un peu noire, si vous voulez, comparativement à la substance grise. Donc, on peut très très bien individualiser la substance grise de la substance blanche. Lorsqu'il y a de l'œdème, on va tomber dans un conflit où on ne pourra pas individualiser cette substance grise de cette substance blanche. On aura l'impression que la substance blanche a migré dans la substance grise et la substance grise a migré dans la substance blanche. Et on va dire que c'est la dédifférenciation substance grise, substance blanche. Et cette dédifférenciation substance grise, substance blanche, on peut très bien la visualiser au niveau de la vallée sylvienne. Donc, si on, comme vous pouvez le voir sur cette coupe, là, c'est la vallée sylvienne. Ce qui entoure la vallée sylvienne, c'est la substance grise. Vous la voyez ici en blanc. Et là, c'est la substance blanche. Elle apparaît en noir. Par contre, de ce côté-là, on ne peut pas voir la substance grise qui apparaît blanche et on ne peut pas très très bien voir la substance blanche qui normalement apparaît noire. Donc, on a l'impression que le blanc de la substance grise a migré ici, voilà, et le noir de la substance blanche est venu ici. Donc, on ne peut pas très très bien faire la part des choses et individualiser la substance grise de la substance blanche. Pour être sûr, on a augmenté le contraste et quand on a augmenté le contraste, vous voyez ici que la vallée sylvienne, donc là, la substance grise, elle apparaît bien. Ça, c'est le cortex. Il est blanc, on peut très bien le voir. Par contre, sur cette coupe, donc le blanc de la substance grise, il a disparu. Et ça, c'est la conséquence de l'œdème. Voilà. Un autre signe qu'on peut voir très très bien, c'est l'effacement du noyau lenticulaire. L'effacement du noyau lenticulaire, je vous ai dit tout à l'heure que les noyaux gris sont trop. On a trois. On a le noyau caudé, on a le noyau lenticulaire et on a le thalamus. Quand on a une ischémie, l'œdème va effacer ces noyaux gris centraux et on ne pourra pas très très bien les voir. Donc sur cette coupe-là, donc on peut sur le côté, sur ce côté-là, on peut très très bien voir le noyau caudé, on peut très bien voir le noyau lenticulaire et on peut très bien voir le thalamus. Par contre, sur ce côté-là, on ne peut pas voir le noyau lenticulaire. Donc le noyau lenticulaire, il a été effacé. Et l'effacement du noyau lenticulaire fait partie des signes indirects. Ça, c'est un autre signe indirect. Maintenant, regardez ici. Là, c'est la vallée sylvienne. Donc cette vallée sylvienne-là, elle est entourée par du blanc, donc de la substance grise.
Donc, ce côté-là, c'est le côté sain. Par contre, si on veut comparer l'autre vallée sylvienne de l'autre côté, on peut voir que le cortex qui l'entoure n'apparaît pas. Donc, il est également effacé. Et ça, c'est un autre signe indirect. Effacé par quoi? Je vous ai dit effacé par de l'œdème. Voilà. Donc, là, on va également parler de la dédifférenciation substance grise, substance blanche, et on va parler aussi de l'effacement des sillons corticaux. Donc, sur cette coupe, par exemple, on peut voir ici ce petit vide-là que vous voyez, le petit noir-là, les invaginations, ces petites invaginations noires que vous voyez ici, correspondent aux sillons corticaux. Donc ici, on a les sillons corticaux. Et de ce côté-là, on n'a pas les mêmes sillons. Pourquoi? Parce que l'œdème a fait que de ce côté-là, les sillons corticaux se sont effacés. Donc, si on compare ces sillons corticaux par rapport à ce côté-là, ici, les sillons corticaux sont bien visibles. Par contre, ce côté-là, on a les sillons corticaux qui ne sont pas bien visibles. Maintenant, sur cette coupe, on a ici le noyau caudé, on a ici le noyau lenticulaire et on a ici le thalamus. On peut bien les individualiser. Par contre, à ce niveau-là, on a un effacement de ces noyaux. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'œdème qui les a effacés. Ici, on a les sillons qui apparaissent bien. Par contre, de ce côté-là, on a les sillons qui ne sont pas bien visibles. Donc, il y a un effacement des sillons. Ici, de ce côté, le cortex, il apparaît bien visible. Il est un peu blanc et la substance blanche, elle est un petit peu noire. Par contre, ici, on a l'impression que le noir de la substance blanche a gagné la substance grise. Et la substance grise, elle commence à s'effacer. C'est ce qu'on appelle la dédifférenciation. Substance grise, substance blanche. Donc, au niveau de cette coupe, on a trois signes indirects. On a l'effacement des sillons, on a la dédifférenciation substance grise, substance blanche, et on a l'effacement du noyau lenticulaire. Il y a un autre signe. Donc, ça, c'est pas un signe indirect, mais c'est la conséquence de l'œdème. Ce que vous voyez en très noir là, ce sont les ventricules latéraux. Et pourquoi ils sont noirs? Parce que les ventricules contiennent du LCR, donc c'est un liquide. Il ne va pas du tout capter les rayons X. Comme il ne va pas capter du tout les rayons X, il va apparaître en noir. Si on veut comparer cette corne du ventricule latéral avec cette corne de ce ventricule latéral, on a l'impression que cette corne-là, elle est un petit peu rétrécie par rapport à cette corne-là. Pourquoi elle est rétrécie? Parce qu'il y a un effet de masse par de l'œdème. Donc l'œdème a exercé un effet de masse sur la corne du ventricule. C'est pour ça qu'elle est un petit peu rétrécie par rapport à ce côté-là. Ça, c'est un autre, c'est plutôt la conséquence de l'œdème. Bon, ça, c'était par rapport au signe indirect. Donc, pour récapituler, on a vu, premièrement, le signe de la trop belle artère. Ce signe de la trop belle artère, c'est la conséquence du thrombus qui est à l'intérieur de l'artère sylvienne. Et ce thrombus-là va capter les rayons X et il va apparaître en hyperdense. Il va dessiner la trajectoire de l'artère. Les autres signes qui restent, à savoir l'effacement des sillons corticaux, la dédifférenciation substance blanche, substance grise, l'effacement de la vallée sylvienne et l'effacement du noyau lenticulaire sont la conséquence de l'œdème. Voilà.
Donc ça, c'était une petite récapitulation, c'est un petit récapitulatif. Et il faut que vous sachiez, il faut que vous gardiez à l'esprit que ces signes indirects-là apparaissent dans les 24 à 48 premières heures. Donc, quand on fait un scanner dans les 24 à 48 premières heures, on peut ne rien trouver, comme on peut avoir des signes indirects. Maintenant, si on dépasse les 48 heures, on va voir l'installation de la classique hypodensité. Donc ici, vous voyez l'hypodensité de l'AVC ischémique qui est tellement important qui donne l'impression qu'il est hémisphérique. Voilà. Donc, c'est un AVC ischémique qui touche tout l'hémisphère. Voilà. Maintenant, si on veut comparer cette hypodensité par rapport à cette hypodensité, on va voir que cette hypodensité, elle est beaucoup plus noire que celle-là. Et celle-ci, elle oriente vers quoi? Elle oriente vers le fait que lorsque l'hypodensité, elle noircit, c'est-à-dire plus on avance vers le noir, plus notre AVC, il est ancien. Donc, quand on est face à ce gris-là que vous voyez ici, ça veut dire que notre AVC, il est récent. Par contre, quand on a cet aspect noir-là dans le territoire d'une artère quelconque, ça oriente vers l'AVC qui est un AVC ancien. Est-ce que vous avez des questions? L'équipe, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Sûr? Il n'y a pas de questions? Très bien. Avant de commencer l'entraînement, c'est-à-dire avant de voir les différents clichés ensemble, j'aimerais juste attirer votre attention sur ce blanc que vous voyez ici. Donc là, c'est une hyperdensité que vous voyez ici, une autre hyperdensité que vous voyez ici et une autre hyperdensité que vous voyez ici. Ces hyperdensités que vous voyez, ce sont des densités physiologiques, ce pas des hyperdensités pathologiques. Donc, ces deux hyperdensités-là correspondent aux calcifications des plexus choroïdes. Et les plexus choroïdes, ce sont eux qui sont responsables de la sécrétion du LCR et qui sont situés au niveau des ventricules. Donc, lorsqu'ils sont calcifiés, ce sont des calcifications physiologiques, ils vont apparaître en hyperdense. Et cette hyperdensité que vous voyez au milieu correspond à la calcification de la glande pinéale. Et c'est aussi physiologique. Donc, il ne faut pas les confondre avec du sang ou bien de l'hémorragie. Donc, c'était juste pour attirer votre attention sur ça. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un Il y a une cliché. question de la part de Hanan. Oui. Attendez que je puisse... Parce que j'ai pas les... Voilà. Elle te dit, est-ce que le signe de la thrombée à l'artère conserve juste l'artère sylvienne? J'entends pas. Oui, exactement. Parce que c'est le trajet de l'artère sylvienne. C'est pour ça qu'il correspond uniquement à l'artère sylvienne. C'était ça la question? Oui.
Voilà. Très, très bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un cliché. Est-ce que vous voyez le plein écran? Est-ce que vous voyez le plein écran? On m'a Oui. dit les autres. Très bien. Donc, ici, on est face à un cliché. On est face à une TDM cérébrale tout à fait normale. Donc, comme je vous ai dit, la plus petite coupe, elle est en bas à droite. Et les globes oculaires sont toujours en haut. Et on commence à lire comme suite. Donc, en bas à droite, on lit comme ça, après comme ça, puis comme ça, comme ça, comme ça, et on monte. Voilà. Donc, la plus petite coupe, elle est en bas et à droite. Donc là, dans ce cliché, on peut très très bien voir la substance grise à la périphérie qui apparaît blanche, la substance blanche qui apparaît noire, les noyaux gris centraux euh, qui sont bien visualisables. Voilà, voilà les noyaux gris, noyaux codés, thalamus, noyaux lenticulaires. Donc ça, c'est une TDM cérébrale tout à fait normale. Donc moi, quand je suis face à un patient qui a un déficit, par exemple, de l'hémicorps gauche ou bien de l'hémicorps droit, moi, déjà, à la base, je sais que l'hémisphère gauche contrôle l'hémicorps droit et l'hémisphère droit contrôle l'hémicorps gauche. Donc, si je suis face à un patient qui a un déficit de l'hémicorps gauche, je vais chercher les signes indirects au niveau de l'hémicorps de l'hémisphère droit. Si par contre le patient a une un, il a un déficit de l'hémicorps droit, là, je vais chercher les signes indirects au niveau de l'hémisphère gauche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'hémisphère droit, il est situé sur la gauche du cliché et l'hémisphère gauche, il est situé sur la droite du cliché. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est de l'entraînement, hein. C'est pour vous, c'est pour voir si vous avez assimilé ou pas. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur ce cliché-là? Je parle tout seul ou bien j'ai pas compris? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Ikram, elle t'a dit à droite, on a un effacement des sillons corticaux. Très bien. Normalement, vous écrivez pas. Normalement, vous parlez, mais allez. Donc, à droite, on a un effacement des sillons corticaux. Très bien. Très bien. Encore. Vous voyez quoi aussi? Très bien. On a un effet de masse. Très bien. Encore. On a un effacement du noyau lenticulaire. Ici, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vraiment les coups, mais allez. Il y a un autre signe. La dédifférenciation du... Voilà. La dédifférenciation, substance grise, substance blanche, toujours à droite. Voilà. Donc ici à droite, on a une substance grise qui n'apparaît, on a les sillons qui ne sont pas bien visualisables contrairement au côté contralatéral. Donc on a un effacement des sillons. On a un effet de masse ici qui, euh, qui, euh, qui s'exprime par
la corne du ventricule qui est un petit peu rétrécie. On a également la dédifférenciation, substance grise, substance blanche, qui est toujours à droite. Donc ça, ce sont des signes indirects. Je voulais attirer votre attention quand vous allez tenir le cliché. Donc, des fois, où est-ce qu'il est, on ne sait pas l'hémisphère droit, où est-ce qu'il se situe, ou bien l'hémisphère gauche, où est-ce qu'il se situe. Moi, je vous ai dit que l'hémisphère droit, l'hémisphère droit, il est au niveau de la gauche, ou bien sur la gauche du cliché, et l'hémisphère gauche, il se situe sur la droite du cliché. Mais si vous inversez le cliché, ça va être l'inverse. Donc, il y a un certain repère qui va vous permettre de redresser ou bien de bien tenir votre scanner cérébral. C'est les deux lettres qui se situent de part et d'autre de la coupe. Il y a le R qui désigne right et le L qui désigne left. Donc, toujours le côté droit sur la gauche et le côté gauche sur la droite. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Voilà. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il te plaît, parce que j'arrive pas à saisir droite de gauche. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut voir le côté droit du côté gauche? Donc, au niveau de votre cliché, vous allez voir des lettres de part et d'autre de chaque coupe. Il y a une lettre R qui désigne right, c'est-à-dire l'hémisphère droit, et la lettre L qui désigne left, c'est-à-dire l'hémisphère gauche. D'accord? Et moi, je vous ai dit que l'hémisphère gauche se situe toujours sur la droite du cliché et l'hémisphère droit se situe toujours sur la gauche du cliché. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez maintenant sur cette coupe? Allez-y, qu'est-ce que vous voyez? Le signe de trop belle artère à gauche. Très, très bien. Très, très bien. Donc ici, on a le signe de la trop belle artère qui se situe à gauche. Là, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est évident, hein. Il y a les cercles rouges, donc c'est évident. On va commencer d'abord par cette coupe. On va commencer par ce cliché-là. Vous voyez quoi? Quelle coupe?
quel coup? On va commencer par le cliché de gauche. Vous voyez quoi? Des différenciations avec effet de masse. إيه خرجت. J'entends rien. Je C'est vous bien entends pas. un effet de masse et des différenciations de la substance blanche. Il y a des coupures. Il y a des On coupures voit un régulières. effacement des sillons corticaux. Où est-ce que vous avez vu la différenciation? À gauche ou bien à droite? À gauche. À droite. À gauche. Super, très très bien. Donc ici sur la gauche, plus précisément au niveau de cette partie, on a une dédifférenciation substance grise, substance blanche avec un effacement des sillons corticaux. Très bien. Et sur ce cliché-là, donc c'est clair, c'est évident, on a ici le signe de la trop belle artère qui apparaît ici. Et de ce côté-là, il n'y est pas. Pour qu'on puisse se mettre d'accord, pour pouvoir interpréter le signe de la trop belle artère, il faut premièrement que notre cliché soit symétrique. C'est-à-dire si on a une asymétrie de notre cliché, si par exemple notre patient a fait un scanner la tête déviée et on aura un cliché qui est asymétrique et on trouve le signe de la trop belle artère, là, on ne peut pas vraiment le prendre en considération, bien on ne peut pas vraiment l'interpréter. D'un autre côté, si on trouve le signe de la trop belle artère qui est de manière bilatérale, là également, il n'est pas vraiment significatif, on ne peut pas l'interpréter. Mais si on est face à un cliché symétrique et on a le signe de la trop belle artère qui apparaît et qui correspond sur le plan clinique au déficit, là, on va le prendre en considération. Je m'explique. C'est-à-dire, si j'ai un patient qui a un déficit de l'hémicorps, par exemple, ce cliché-là, c'est un patient qui vient avec un déficit de l'hémicorps gauche. Donc, moi, je vais chercher au niveau de l'hémisphère droit. Je vais faire un scanner. Donc, le scanner, il est symétrique, etc. Et je trouve le signe de la trop belle artère qui est à droite. Et lui, il a le déficit qui se situe au niveau de l'hémicorps gauche. Là, je vais le prendre en considération et je vais dire que voilà, c'est un signe indirect. Voilà. Là, qu'est-ce que vous voyez? AVC constitué. C'est à droite. On va commencer par ce cliché-là, le cliché de gauche. Donc, vous voyez quoi? Une hypodensité. Gauche. Bien, très bien. Donc, est-ce que c'est un signe indirect ou bien c'est un AVC constitué? Constitué. Constitué. Donc, c'est un AVC constitué au sein duquel on peut voir des hyperdensités. Qui peut me dire ces hyperdensités à l'intérieur correspondent à quoi? Hémorragie. Transformation hémorragique. Très, très bien, super. Donc ça, c'est un AVC ischémique constitué avec une transformation hémorragique. Et vous pouvez voir que l'AVC ischémique, il est dans le territoire de l'artère sylvienne. Donc, il y a un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, sur lequel je vais revenir maintenant. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la capsule interne. Vous vous souvenez? Donc, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur cette capsule interne? Parce que cette capsule interne permet de me donner un repère scanographique. Donc, si je prolonge le bras de la capsule interne, les deux bras de la capsule interne, donc comme cela et comme ceci, je vais diviser mon cerveau en trois parties. Donc, j'aurai cette partie-là qui est la partie du territoire
de l'artère sylvienne. Et on a cette partie antérieure qui correspond à l'artère cérébrale antérieure et on a la partie postérieure qui correspond au territoire postérieur. Donc, grâce à la capsule interne, quand je vais prolonger ces bras, je vais dessiner 3 régions. La région de l'artère sylvienne, la région de l'artère cérébrale antérieure et la région postérieure. Voilà. Donc, si je reviens sur le cliché qu'on vient de voir de notre AVC constitué, donc là, on peut voir que le territoire antérieur et le territoire postérieur sont épargnés. Par contre, le sylvien, il est touché. Donc, c'est un AVC ischémique constitué dans le territoire de l'artère sylvienne avec une transformation hémorragique. Donc, on peut voir l'effet de masse important qu'il y a par rapport à la ligne médiane qui est déviée. Donc, on a une déviation de la ligne médiane par l'effet de masse qu'a exercé cet AVC ischémique. Maintenant, sur ce cliché-là, qu'est-ce que vous voyez? Hypodensité à droite, Très bien. Avec, avec des plages qui sont hyper denses. très bien, qui correspondent également à une Aux transformation hémorrages. très, très bien. Ici, donc c'est évident, c'est encerclé en rouge, c'est évident. Donc, premièrement, on a le signe de la trop belle artère que vous voyez ici. D'accord. Deuxièmement, ici, au niveau de la vallée sylvienne, si on compare cette vallée sylvienne de ce côté droit avec cette vallée sylvienne de ce côté gauche, le cortex qui entoure la vallée sylvienne, il apparaît en blanc. Donc, il est clair et net. Par contre, ici, on a le cortex qui est effacé. Voilà. Donc, ça rentre dans la dédifférenciation substance grise, substance blanche. Ici, sur cette coupe, on a le noyau lenticulaire à droite qui apparaît clair. Par contre, sur le côté gauche, on a un effacement du noyau lenticulaire. Donc, on a 3 signes indirects. On a le signe de l'artère, on a la dédifférenciation substance grise, substance blanche, et on a l'effacement du noyau lenticulaire. Ça, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on voit sur ce cliché? Allez-y. Allez-y. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, l'effet de la trop belle artère qui est encerclée en rouge. Voilà. Donc, normalement, ça, c'était un piège. Ça, c'est un scanner cérébral tout à fait normal. Pourquoi? Parce que ici, on a la trop belle artère qui est bilatérale. Et je vous ai dit que quand on est face à un cliché symétrique et on visualise l'hyperdensité de manière bilatérale, on ne va pas la prendre en considération. Docteur? Oui, Mais ça correspond à quoi s'il est bilatéral? peut-être que ce sont des calcifications. Ah, d'accord, merci. Parce qu'avec l'âge, les pathologies, les, le terrain d'hypercholestérolémie, etc., les plaques d'ATM, etc., ils suffisent et ils vont donner cet aspect-là. D'accord, ça c'est d'un Oui. côté. D'un autre côté, on peut avoir l'incidence des rayons X
quand elle va être perpendiculaire aux composants du sang, les composants du sang, quand ils vont capter les rayons X de manière perpendiculaire, ils peuvent apparaître en hyperdense. Donc, quand on va voir le signe de la thrombelle artère de manière bilatérale dans un cliché qui est symétrique, on ne va pas le prendre en considération. C'est soit des calcifications, soit c'est l'incidence des rayons X qui a fait qu'on a pu les visualiser. Donc là, c'est juste pour attirer votre attention. Quand vous voyez ces signes-là autour des cornes, des ventricules, au niveau des deux côtés, c'est-à-dire ici, ici, ici et ici, là, il ne faut pas les prendre comme étant des signes indirects ou bien des signes en faveur d'une dédifférenciation, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les signes de leucoaréose. Et ces signes de leucoaréose correspondent, ou bien ce sont la conséquence de l'HTA. Donc, quelqu'un qui est hypertendu, qui a une HTA incontrôlée, etc., lorsqu'elle va se manifester par des manifestations, bien lorsqu'elle va avoir de retentissements cérébraux, on peut les visualiser au niveau du scanner par des signes de leucoaréose qui sont des hypodensités qui entourent les ventricules latéraux. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Donc Hypodensité. voilà. AVC constitué. Là, quand on est face à une hypodensité pareille, qui n'est pas vraiment dans un territoire bien précis, parce que ça ne correspond pas à un territoire vasculaire bien précis, là, on est dans un doute. Soit est-ce qu'il s'agit d'un infarctus artériel ou bien d'un infarctus veineux. Donc, ça peut rentrer dans le cadre d'une thrombose veineuse cérébrale. Là, on doit compléter par, euh, par une IRM cérébrale pour être sûr. Sinon, on va refaire un scanner après 24 heures pour voir s'il va se constituer dans le territoire de l'artère. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, Oui. si on voit la constitution hémorragique, c'est là qu'on demande la séquence flair. J'ai pas compris la question. Qui chauffe le cliché la transformation hémorragique d'un AVC constitué. C'est là C'est bon. qu'on demande la séquence flair. Là, la séquence flair, demandez-vous quand on est face à un patient وهذاك le patient يجيك وما على بالكش وين تدار لا في سي نتاعه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que يجيك un patient à 5 heures du matin ou là à 6 heures du matin, يقول لك hier je me suis endormi à minuit. ورقدت normal, je me suis endormi le plus normalement possible, je me suis réveillé à 6 heures du matin avec un déficit. On ne sait pas à quelle heure exactement il a fait son déficit. Est-ce qu'il l'a fait à 1 heure du matin, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures? On ne peut pas savoir. Là, on doit demander la séquence flair, si on a bien sûr la séquence flair. Pourquoi? Pour thromboliser. Parce que la thrombolyse, elle se fait dans les 4 premières heures. Si on demande la séquence flair et elle revient normale, là, on est en droit de thromboliser. Pourquoi? Parce que l'AVC, il date de moins de 4h30. Si la séquence flair, elle n'est pas normale, elle est pathologique, là, on ne peut pas thromboliser. Mais si on fait un scanner et on voit la constitution de l'AVC, là, c'est bon, on ne va pas thromboliser. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la constitution, elle apparaît après 48 heures. Donc, si l'AVC est déjà constitué, on le voit au niveau du scanner, ça veut dire que ça fait plus de 48 heures que le patient a son déficit. Là, c'est une contre-indication absolue à la thrombolyse parce qu'il a dépassé les délais et on n'a pas besoin de demander la séquence flair. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que c'est un AVC ischémique qui s'est constitué au niveau de notre scanner. Est-ce que tu as compris? Oui, Sûr? oui, oui. Très bien. Voilà. D'autres questions?
Docteur, si on a un AVC déjà constitué, qu'est-ce qu'on peut faire pour le patient? On a parlé la dernière fois de la prise en charge. On a parlé D'accord. de la prise en charge. قلت لكم باللي كي يجيكم un patient, on a deux cas de figure. Soit un patient il gît avant les délais, c'est-à-dire que inférieur à 4h30, ou bien un patient il gît supérieur à 4h30. S'il vient inférieur à 4h30, donc on fait le scanner, etc. normal, parce que, mais si un patient il gît comme, on thrombolise jamais son scanner. Parce que si un patient vient avec un déficit, il dit comme j'ai fait le déficit, ça fait 1 heure, mais ah c'est bon, vous allez thromboliser directement. Pourquoi? Parce que sur le plan clinique, on ne peut jamais faire la différence entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique. Il faut toujours faire un scanner. Pourquoi? Pour éliminer les contre-indications à la thrombolyse. Si on fait un scanner et on trouve un AVC hémorragique, là, on ne va pas thromboliser. Si on trouve un scanner normal, c'est l'indication de la thrombolyse. C'est-à-dire, si on est face à un patient qui vient dans les délais avec un scanner normal, là, on va thromboliser. Maintenant, si on est face à un patient qui dépasse les délais, on fait un scanner. Le scanner, il est normal. Donc, on ne peut pas lui dire, non, tu n'as pas un AVC. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que dans les 24 à 48 premières heures, on peut avoir un scanner tout à fait normal. Et on peut ne pas avoir des signes indirects, hein. C'est-à-dire il faut pas forcément, c'est-à-dire on doit pas forcément avoir des signes indirects. On peut les avoir comme on ne peut pas les avoir. Donc face à ce patient-là, il a dépassé les délais, c'est bon. On va mesurer sa tension artérielle. Normalement, il doit être hospitalisé. Pourquoi? Pour lutter contre les axes, c'est-à-dire pour surveiller les chiffres tensionnels, parce que la phase aiguë, elle est dangereuse dans les 2-3 premiers jours pour éviter les pics tensionnels, pour éviter l'hyperglycémie, etc., pour éviter les axos. C'est quoi les axos? Ce sont les accidents cérébraux. Ce sont les accidents cérébraux secondaires d'origine systémique, c'est-à-dire tout ce qui est d'origine systémique qui peut altérer mon système nerveux. Des chiffres tensionnels supérieurs à 22-12 dans un AVC ischémique vont aggraver mon AVC, peuvent me donner une transformation hémorragique. Une hyperglycémie supérieure à 1,80 g chez un patient qui a fait un AVC ischémique, elle est dangereuse. Elle peut faire une transformation hémorragique. Donc, c'est l'indication d'une hospitalisation pour surveiller et pour stabiliser le patient. Et là, on n'a pas le choix. On doit donner un traitement qui va prévenir l'apparition d'autres AVC. Et c'est quoi ce traitement-là? C'est l'aspigique. On va donner l'aspigique à raison de 300 mg par jour, c'est-à-dire on va donner 3 sachets ou bien 3 comprimés par jour durant 3 à 5 jours. Après, on va continuer par un comprimé ou bien un sachet par jour à vie. Et bien sûr, on va compléter par la suite, quand on va stabiliser le malade et tout, à sa sortie, on va lui donner une évaluation cardiaque complète, un bilan complet, etc., une échographie des troncs supraortiques à la recherche de l'étiologie de son AVC. Parce que l'AVC en lui-même, c'est une conséquence d'une étiologie qu'on doit rechercher. Et quand on va rechercher cette étiologie, on va la stabiliser pour éviter à ce que notre patient ne refasse pas son AVC. Et il y a un autre côté du traitement de l'AVC qui se résume dans la rééducation. C'est-à-dire que si vous êtes face à un patient qui a fait un AVC et qui a dépassé le délai de la thrombolyse, on doit le mettre sous aspigique, bien sûr, on doit le mettre sous statine pour éviter l'hypercholestérolémie, etc., qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, et on va lui donner, on va l'orienter vers le cardiologue pour faire une évaluation cardiaque complète, une échographie des troncs supraortiques, et on va insister sur la rééducation. Des fois, les patients, ils vont s'inquiéter, ils vont vous dire, il va rester paralysé toute sa vie, il va reprendre, est-ce que l'aspigique va dissoudre le caillou de sang, etc. Malheureusement, non. L'aspigique ne va pas dissoudre le caillou de sang. L'aspigique va prévenir l'apparition d'autres AVC. C'est tout. Mais qu'est-ce qui va permettre au patient de reprendre son déficit? C'est ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle. Et cette rééducation fonctionnelle, elle est basée sur un principe physiologique qui est appelé la neuroplasticité. Donc, il y a des patients qui vont récupérer à 100%, il y a des patients qui vont récupérer à 50%, il y a des patients qui ne vont pas récupérer du tout. Mais il faut entamer la rééducation et la rééducation elle doit être entamée précocement. À notre niveau, au niveau de notre service, on a des kinés
des kinésithérapeutes qui travaillent avec nous. Et chaque jour, quand on fait l'admission d'un patient, le lendemain même, ils vont commencer des séances de rééducation passive avec lui, etc. Et après, quand il va se stabiliser, etc., on va l'orienter vers un médecin rééducateur qui va intensifier ces séances de rééducation pour espérer une certaine récupération. Est-ce que c'est clair? Allô? Allô, est-ce que c'est clair? Celle qui a posé la question, celle qui a posé la question, est-ce que c'est clair? J'ai l'impression que je parle tout seul. Non, parce qu'elle a quitté elle vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a d'autres Ok, questions? la connexion là. Oui, j'ai compris. Merci, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez-y. Docteur, la dissection vertébro-basilaire, le tableau clinique, c'est presque comme l'AVC. Sur le scanner, qu'est-ce qu'on peut avoir? On trouve la même chose. C'est l'échographie des troncs supraortiques qui vont nous permettre de faire la part, c'est-à-dire d'orienter l'étiologie. Donc, parmi les étiologies, on peut avoir la dissection carotidienne, on peut avoir la dissection vertébro-basilaire. Le tronc vertébro-basilaire, il est responsable de l'irrigation du territoire postérieur. Donc, on va avoir une hypodensité dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure. Et la région postérieure, c'est tout ce qui est tronc occipital, c'est tout ce qui est cortex occipital, tout ce qui est tronc cérébral, cervelet, etc. Donc, on peut avoir des signes en faveur soit d'une atteinte du cortex occipital, soit une atteinte du cervelet, soit une atteinte du tronc cérébral qui oriente vers une atteinte du territoire vertébro-basilaire. Maintenant, quand on va faire l'échographie des troncs supraortiques et qu'on va trouver une dissection, que ce soit une dissection carotidienne ou bien une dissection vertébro-basilaire, là, ce n'est pas lieu de donner l'aspégique. Il faut donner de l'anticoagulation. Pourquoi? Parce que la dissection, c'est quoi? Donc, on a une artère. Vous savez tous que sur le plan histologique, l'artère, elle est constituée par l'intima, la média et l'adventice. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a une dissection? On va avoir une coupure de la média. Donc, la média, elle va se couper, elle va se diviser en deux. Et on aura du sang qui va migrer à l'intérieur de la média. Et quand il va quitter sa lumière normale pour rentrer à l'intérieur de la média, il va se coaguler. Quand il va se coaguler, il va obstruer l'artère. Donc, quand il va obstruer l'artère, il n'y aura plus d'irrigation et on aura un AVC. Sur le plan scanographique, c'est comme tous les AVC ischémiques. C'est une hypodensité qui va être constituée dans le territoire de l'artère touchée. Maintenant, sur le plan thérapeutique, si on est face à une dissection, que ce soit carotidienne ou bien vertébro-basilaire, c'est l'indication de donner les anticoagulants pour dissoudre le caillou de sang et la dissection, elle va se réintégrer par elle-même avec le temps. C'est pour ça qu'il faut faire des contrôles réguliers jusqu'à ce que la dissection, elle va disparaître. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Docteur, qu'est-ce que les arguments qui peuvent nous orienter باش نخمو بلي هذه dissection vertébro-basilaire? Voilà. Premièrement, si on est face à un contexte de trauma, c'est-à-dire si le patient il dit voilà, j'ai eu un traumatisme vertébral, etc. Si on est face à un sujet jeune, et ce qui oriente surtout vers la dissection carotidienne, c'est le signe de Claude Bernard Horner. C'est-à-dire si vous avez un patient qui vient avec un déficit et en même temps il a un signe de Claude Bernard Horner, là il faut penser à la dissection carotidienne. Pourquoi? Parce que ici au niveau cervical, il y a la chaîne sympathique qui passe. Et lorsqu'on a une compression de la chaîne sympathique par l'hématome qui s'est constitué, il y aura le signe de Claude Bernard Horner. Donc, si vous êtes face à un patient
déficitaire qui a le signe de Claude Bernard Horner, là, vous êtes obligé de demander une échographie cervicale pour échodoppler cervical pour voir si vous avez une dissection carotidienne. Et l'examen, l'échographie, elle peut montrer, sinon, on peut compléter par un angioscanner, sinon, on peut demander l'examen de choix qui est l'IRM séquence FAT-SAT. Ça veut dire IRM par séquence suppression de graisse. Mais si on est face à un sujet jeune, si on a un contexte de trauma, si on a un signe de Claude Bernard Horner, là, il faut penser à la dissection. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'autres questions? Est-ce qu'il est nécessaire de prendre l'aspigique à midi? Pas forcément. Pas forcément, pourquoi? Parce que l'aspigique, c'est quoi? L'aspigique, c'est un anti-agrégant plaquettaire. D'accord? Nous, on le donne à midi, pourquoi? Déjà, l'aspigique, sa classe thérapeutique, si on veut parler en matière de pharmacologie, l'aspigique, c'est un anti-inflammatoire. Ça, c'est sa vraie classe pharmacologique. Mais comme effet secondaire, il a un effet anti-prostaglandine. Et les prostaglandines, elles sont importantes dans l'agrégation plaquettaire. Donc, les plaquettes, quand elles vont s'agréger plutôt, elles vont sécréter de la prostaglandine qui va permettre leur agrégation. Il y a plusieurs substances, entre autres la prostaglandine. Donc, quand on va bloquer cette prostaglandine par de l'aspigique, il n'y aura pas cet effet d'agrégation plaquettaire. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, lorsque l'aspigique va bloquer la prostaglandine gastrique, il y aura les douleurs gastriques qui vont apparaître. C'est pour cela on dit généralement aux patients, vous le prenez à midi, au milieu du repas, pour qu'il n'y ait pas vraiment cet effet de douleur gastrique. La troisième des choses, l'effet de l'aspigique, il persiste durant toute la durée durant toute la durée de vie des plaquettes, c'est-à-dire qu'il n'a pas un effet réversible. Si on arrête l'aspigique aujourd'hui, leur effet il va persister jusqu'à 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que 7 jours, c'est la durée de vie des plaquettes. Donc, les plaquettes qui ont été en contact avec cette molécule-là, il n'y aura plus d'effet réversible, donc elles vont toujours, c'est-à-dire elles vont rester sous l'effet de l'aspigique durant toute leur durée de vie qui est de 7 jours. C'est-à-dire, si par exemple le patient oublie de sa prise de l'aspigique durant une journée, ce n'est pas vraiment grave, mais il ne faut pas qu'il l'arrête. C'est-à-dire, si aujourd'hui il a pris son aspigique, demain il a oublié, après-demain, il faut qu'il le reprenne, mais il ne faut pas qu'il l'arrête. S'il saute une prise, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il est couvert généralement durant jusqu'à 7 jours, qui est la durée de vie des plaquettes. Oui, merci. Mais Merci. il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire que c'est pas obligé qu'il le prenne à midi. Il peut le prendre le soir. C'est pas vraiment, c'est-à-dire c'est pas une règle générale. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà. D'autres questions? Est-ce que vous avez compris le concept de l'interprétation du scanner? Est-ce que c'était clair pour vous? Oui, Super. Donc maintenant, face à un scanner cérébral, vous savez ce que vous allez chercher. oui. Super. Super. Il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais voir avec Asma quand est-ce qu'on va faire les AVC hémorragiques et les thromboses veineuses cérébrales. Donc, je vais m'organiser et je vais vous donner un rendez-vous pour qu'on puisse faire les AVC hémorragiques et les thromboses veineuses cérébrales. Si on pourra le faire en présentiel, ça sera le top. Sinon, on va la faire sur Zoom et c'est tout. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie.
Merci à vous. Pas de quoi. On vous remercie également. C'était avec un grand plaisir. Merci, docteur.